Après le Venezuela, l'onde de choc mondiale. Quel avenir pour le Venezuela? Quelles seront les prochaines cibles de l'administration américaine? Et que peuvent faire les Européens pour contrer Donald Trump? Je vous retrouve tout de suite pour en débattre avec nos invités. Jean-Jacques Oriancy, bonsoir. Vous êtes directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine et des Caraïbes à la Fondation Jean Jaurès. Bonsoir. Isabelle Lasserre, bonsoir. Vous êtes correspondante diplomatique du Figaro. Laure Mandeville, bonsoir. Vous êtes grand reporter, ancienne correspondante à Moscou et à Washington. Bonsoir. Cyril Louis, bonsoir. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint du service international du Figaro. Alors, Jean-Jacques Oriancy, on commence tout de suite avec vous. Après la capture de Maduro, la situation est quelque peu confuse au Venezuela. Les chavistes sont restés en place sous la menace de Donald Trump. Il n'y a pas vraiment de changement de régime pour l'instant. Comment vous voyez la suite des choses? Est-ce qu'ils vont collaborer avec Donald Trump? Est-ce qu'ils peuvent collaborer avec Donald Trump sans se mettre l'armée à dos? Et est-ce que vous comprenez ce choix de Donald Trump? Oui, il n'y a pas d'autre issue. Donald Trump a fixé le cadre. Ça m'est égal, peu m'importe qui est à la tête du Venezuela. Bon, la vice-présidente est en place, elle a la maîtrise du territoire vénézuélien, donc elle est en mesure, de répondre à mes attentes. Alors, il n'a pas trop précisé, sinon dans sa conférence de presse dans laquelle il a déclaré qu'il était hors de question que les ressources du Venezuela soient contrôlées par une puissance étrangère, c'est-à-dire la Chine, dans son esprit. Et que si cette condition-là n'était pas respectée, à ce moment-là, le feu tomberait sur la vice-présidente aussi fort et peut-être davantage que sur le président Nicolás Maduro. Donc les choses sont... Le décor est fixé. Bon, la vice-présidente a pris ses fonctions adoubées par le Parlement en fonction de ce que prévoit la Constitution vénézuélienne, c'est-à-dire qu'elle a 3 mois renouvelables et à l'issue de ces 6 mois, 30 jours pour organiser des élections. Donald Trump a dit, pour moi, les élections, c'est pas ça qui est important, c'est la négociation sur les ressources du Venezuela. Bon, ensuite, oui, effectivement, on peut se poser la question, pourquoi Donald Trump a-t-il fait ce choix? On aurait pu penser que Maria Corina Machado, qui a eu le prix Nobel de la paix récemment, qui a été adoubée comme représentante pratiquement unique de l'opposition, aurait pu, et qui se définissait comme ami qui appelait à une intervention américaine. De Donald Trump aujourd'hui. Alors, elle est l'amie de Marco Rubio, d'un secteur du Parti républicain traditionnel, dont les bases sont plutôt en Floride, là où se trouve un certain nombre de réfugiés vénézuéliens et cubain, comme Marco Rubio, qui est issu d'une famille réfugiée d'origine cubaine. Bon, il n'a pas fait ce choix pour des raisons tout à fait pragmatiques. Ce qui l'intéresse, manifestement, ce sont les ressources du Venezuela. Et donc, pour accéder aux ressources du Venezuela, il faut que le pays soit dans une relative sécurité, qu'il y ait une autorité qui contrôle. Il a un doute. Maria Corina Machado, est-ce que ça ne va pas finir comme en 2019, quand on a appuyé, les États-Unis ont appuyé le président autoproclamé Juan Guaido, qui a eu une tentative d'entrée en force type marche verte, comme au Maroc, au Sahara occidental, de la part d'opposants vénézuéliens. Ça s'est mal fini, il y a eu des morts, le pouvoir n'a pas bougé, l'armée n'a pas bougé. Donc on peut penser que pour Donald Trump, il considère que l'autorité en place la possibilité, la capacité de négocier avec lui, de faire appliquer ce qui a été négocié et qui n'a pas besoin de tenir compte de l'opposition. Laure Mandeville, d'après vous, qu'est-ce qui a motivé cette intervention? C'est le pétrole, il y a une part d'idéologie, un peu des deux?
Moi, je crois, Pas la démocratie, en tout cas, non, visiblement. Le mot démocratie n'est d'ailleurs pas apparu pendant la conférence de presse de Donald Trump, même si timidement Marco Rubio le case le terme de liberté et de bien du peuple vénézuélien quand il le peut. Je dirais en fait que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une réaffirmation d'une hégémonie américaine. D'abord sur l'espace des Amériques, c'est-à-dire que de manière vraiment fracassante, on assiste à une application de la doctrine Monroe par Trump. Il le dit d'ailleurs, il ne s'en cache absolument pas, qu'on appelle maintenant la Don Roe, donc Donald Roe. Mais je crois que c'est aussi une hégémonie que je qualifierais de révolutionnaire. Pourquoi révolutionnaire ? Parce qu'en fait, tout en rétablissant cette idée d'une domination de l'hémisphère occidental, Trump aussi indique qu'il est en train de révolutionner l'ordre global. Il le révolutionne déjà en détruisant finalement l'ordre dont il était le pilier fondamental. Quand je dis lui, c'était en fait les États-Unis, dont l'Amérique était le pilier. Et donc, il y a une sorte d'auto-sabordement de cet ordre qui était déjà bien entamé, qui était en réalité déjà presque à terre, avec notamment l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la montée en puissance de la Chine. Et donc, je crois qu'une des questions qui se pose, c'est comment Trump pense cette révolution globale, qui, il faut le dire, est très liée à la révolution interne qu'il mène. On a un acteur qui est en fait un insurgé sur la scène politique américaine et sur la scène globale. Et la question, c'est qu'est-ce qu'il veut en faire ? Est-ce que ce sera une forme d'isolationnisme, disons, de l'hémisphérique, en fait, dans l'hémisphère occidental, où on va créer une sorte de forteresse Amérique, où on aura tous les droits, celui d'aller, de négocier la reddition du Groenland, de la pression sur le Canada, le Panama, faire sauter Cuba, en tout cas faire en sorte que Cuba tombe. Donc, est-ce que ce sera ça ? Et est-ce que du coup, ça veut dire qu'il estime ne pas avoir la force de faire plus ? Et c'est une sorte de réalisme qui dit, on partage le monde en sphère d'influence, et donc on va s'entendre avec les autres grands fauves qui ont émergé sur cette scène. Ou est-ce que Trump a des ambitions plus grandes encore ? Et c'est-à-dire qu'au fond, ça va être en fait en fonction de ce que lui pense être bon pour le pays, bon pour lui, bon pour l'Amérique, et donc qu'il pourra pousser dans leur retranchement aussi ces acteurs globaux. Et je pense que ça va être très intéressant justement de voir à quel moment il pourrait sortir de l'ambiguïté, parce que si on lit sa doctrine de sécurité nationale, comme vous l'avez lu vous aussi, la priorité à l'hémisphère occidental est claire. Ce qui est clair aussi, c'est l'Europe devient plus une plateforme qu'on soumet, qu'on challenge, qu'on défie. Ce n'est plus un allié à part entière. On a parlé de l'Europe oui, tout mais à je voulais juste dire qu'il y a l'idée de la stabilité stratégique avec la Russie. Donc, il y a une vraie question sur cette idée des sphères d'influence. Isabelle Lasserre, la doctrine, le retour de la doctrine Monroe, c'est une réaction à la version moderne de la doctrine Brejnev des Russes, à l'activisme des Russes. Et est-ce qu'on assiste à un retour à l'ordre du 19e siècle ou comment vous définiriez le nouvel ordre qui est en train de se mettre en place ? Est-ce qu'on a déjà une idée de ce à quoi ça peut ressembler ? Il est certain que des deux côtés, à Washington comme à Moscou, on a réactivé, réanimé en les modernisant un petit peu, ou en les changeant un petit peu, les doctrines, c'est-à-dire la doctrine de Brejnev d'un côté et la doctrine Monroe de l'autre côté. Et c'est vrai que ça fait un petit peu penser à un retour des empires et à un retour des zones d'influence. Et on voit chez les trois dirigeants, Xi Jinping, Vladimir Poutine et Donald Trump, une tentation de sécuriser leurs étrangers proches, avec une Russie qui s'arrogerait ou qui se réarrogerait le droit de contrôler l'espace qu'elle contrôlait à l'époque de l'Union soviétique, les anciennes républiques soviétiques, et de récupérer une influence sur une partie de l'Europe orientale. Du côté chinois,
une Chine qui réunifierait Taïwan par la force ou par la diplomatie et qui pousserait son avantage en mer de Chine en chassant les Américains. Et du côté américain, la mise en avant de la priorité à l'hémisphère occidental, la défense du continent et le réinvestissement de l'influence dans cette zone d'intérêt qui va jusqu'au Groenland. Donc on voit là ces trois grands pôles réémerger. On ne sait pas très bien jusqu'où ça va aller parce que les choses sont en mouvement et en train de se faire. Par contre, ce qui est certain, c'est que le quatrième pôle, qui est le pôle européen, est complètement en perdition et en position d'extrême faiblesse face à ce retour de la force, ce retour des habitudes du 19e siècle, ce retour des élans impérialistes et des manifestations de cette recolonisation, en fait, parce que de tous les côtés, c'est comme une recolonisation. Ou une colonisation, une nouvelle colonisation. Est-ce que c'est tout simplement un retour de la guerre froide, d'une autre forme de guerre froide ? Oui et non. C'est-à-dire que là, il y a trois piliers, parce qu'il y a aussi Xi Jinping. Donc la guerre froide, c'était surtout entre l'URSS et les États-Unis. Il y avait deux idéologies et deux camps, le camp de la liberté et le camp du communisme qui s'affrontaient. Là, c'est un petit peu plus compliqué. En plus, je ne sais pas du tout si la guerre va rester froide longtemps, parce qu'elle est un peu chaude quand même en Ukraine, et elle a tendance à se réchauffer un petit peu en Amérique latine. Donc il y a des variantes, mais le retour, c'est vrai qu'il y a une nostalgie énorme de la part de Vladimir Poutine de cette époque où il était à égalité avec les États-Unis, où les deux grandes puissances défendaient à la fois militairement, à la fois avec leur idéologie politique, de diviser deux parties du monde. Donc il y a une nostalgie du côté russe, et c'est beaucoup plus ambigu du côté américain, puisque Donald Trump, pour l'instant, a plutôt pris le parti de Vladimir Poutine, donc de l'agresseur dans la guerre en Ukraine, plutôt que de la victime et de la démocratie représentée par Volodymyr Zelensky. Alors même que les États-Unis et les militaires américains ont quand même passé plusieurs décennies à lutter contre la menace soviétique dont Poutine est aujourd'hui l'héritier à de multiples égards. Cyril Louis, on disait Donald Trump isolationniste à cause de sa base MAGA en grande partie. Est-ce que si les choses ne se passent pas comme il le prévoit, si les chavistes désobéissent à ses désirs, est-ce qu'on peut imaginer un changement de régime, une opération militaire, des boots on the ground, comme disaient les Américains, au Venezuela, ou est-ce que c'est la fin de sa base MAGA, l'explosion de son électorat, s'il fait ça ? Moi, je ne me hasarderais pas à prévoir et à anticiper ce qu'on peut attendre de Donald Trump. Ce qui est certain, c'est que ce coup de force au Venezuela met sous tension ou remet en lumière le clivage au sein de sa base entre une composante plus proche de ce qu'était traditionnellement le Parti républicain et une composante très isolationniste et incarnée peut-être par quelqu'un comme J.D. Vance, là où la composante plus traditionnelle serait incarnée par Marco Rubio. Cela étant, l'impression que j'ai, c'est que Donald Trump est à ce point en position de force qui réussit à faire taire, pour l'instant de façon assez efficace, la composante la plus isolationniste de sa coalition. J.D. Vance a d'ailleurs pris la plume peu après la capture de Maduro pour soutenir et faire une exégèse très, très favorable et très bienveillante de ce coup de force, en expliquant que finalement il était destiné à mettre hors circuit quelqu'un qui est présenté comme un narcotrafiquant, un narcoterroriste, et qui poserait donc un risque imminent pour la sécurité intérieure américaine. C'est sans doute une façon de lire et de présenter l'opération qui a été ordonnée par Donald Trump, mais il y en a d'autres. On sait que Marco Rubio, lui, est attaché depuis de longues années et travaille depuis plusieurs mois à la tête d'une petite équipe pour essayer de préparer des opérations de changement de régime qui, là, ont visé le Venezuela. Oui, on va en parler tout à l'heure. On sait que Cuba pourrait à terme être également la cible. Comme
comme vous le disiez, c'est un pari qu'il fait en gardant la vice-présidente au pouvoir, en misant sur l'idée que maintenir le chavisme au pouvoir est une façon de préserver la stabilité du pays et qu'essayer d'installer l'opposition risquerait de déstabiliser au contraire, et qu'il faudrait pour cela probablement engager des boots on the ground, des soldats au sol, américains au sol au Venezuela. Et là, c'est sûr que ça déchirerait là, de manière très spectaculaire la coalition trumpiste. Jean-Jacques Kluanski, vous avez été surpris par la tiédeur de la réponse des Européens, que notamment Emmanuel Macron, dans un premier temps, ne défendent pas avec plus d'ardeur ou pas du tout même le droit international Sur beaucoup de dossiers, pour citer un dossier qui était chaud il y a quelques temps avant la question du Venezuela, le dossier du Mercosur, il y a une diversité de positions au niveau européen que l'on retrouve sur le problème du Venezuela. Le président Macron a priorisé la chute d'un dictateur dans sa déclaration et le président du gouvernement espagnol a priorisé la violation du droit international et il a participé à une sorte de conférence de presse avec un certain nombre de présidents latino-américains qui peuvent se considérer, mais j'anticipe un peu sur votre question suivante, sur quelles vont être les prochaines cibles. Et donc Pedro Sanchez est apparu avec le président brésilien, le président colombien, le président cubain, la présidente mexicaine, uruguayenne. Donc on a, le Danemark, pour des raisons évidentes dont on reparlera peut-être un petit peu plus tard, a pris lui aussi une position qui est à peu près la même que celle du président du gouvernement espagnol, en ajoutant que si éventuellement il se passait des choses au Groenland, enfin un basculement territorial, ça poserait des questions sur la viabilité de l'OTAN. Donc, Et l'opposition vénézuélienne, comment elle réagit? Parce que c'est un peu les dadons de la farce de cette histoire. L'opposition vénézuélienne, effectivement, ce en quoi Trump a raison, c'est qu'elle est en fait fragmentée. On a un peu oublié un monsieur Capriles, donc je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, qui a été candidat contre Hugo Chavez à des élections présidentielles, puis contre Nicolás Maduro. Il a fait de très bons résultats. Alors est-ce que la victoire lui a été volée à l'époque? Peut-être. Il était un des candidats probables et probablement gagnant en 2018 et il a été interdit de droit civique en 2017. Et à ce moment-là, il a été étouffé par l'opposition, la partie de l'opposition qui a considéré que, en mettant Capriles de côté, ça nous ouvre une perspective préférentielle et donc sa voix a été étouffée également par les autorités, puisque c'était un opposant crédible. Donc il a été immédiatement. Mais cela ne veut pas dire que sa position n'existe plus. Quelle est la position de Capriles, qui est de dire je suis un opposant à Nicolás Maduro à 100%, mais je n'accepte pas qu'un changement politique dans mon pays arrive de la main d'une puissance étrangère. C'est quelque chose qui est un sentiment assez patriotique ou national qu'on a retrouvé, ça a été également sa position, quand pour essayer de récupérer une légitimité, le président Maduro a organisé en décembre 2023 un référendum sur ce qu'il considère comme la province perdue, la moitié ou plus de la moitié ouest de l'État voisin de Guyana. Il y a des ressources pétrolières importantes, mais qui effectivement, la puissance coloniale anglaise a joué sur les cartes, sur le différentiel de puissance pour rogner une partie du territoire vénézuélien. Le référendum avait donné des résultats très favorables, non pas parce que les électeurs vénézuéliens, donc il n'y avait pas eu de fraude à ce moment-là, étaient favorables à Nicolás Maduro, mais
pour des raisons patriotiques qu'avait expliqué à l'époque, et on lui avait redonné la parole, M. Capriles. Donc l'opposition est fragmentée, on retrouve ces fragmentations, sans doute qu'elles vont s'approfondir en raison de la position qu'a prise Donald Trump à l'égard de Maria Corina Machado, qui d'ailleurs n'a pas essayé de mobiliser la population au Venezuela, mais à l'extérieur du Venezuela. Ce qui est déjà révélateur qu'elle a des difficultés ou qu'elle aurait eu des difficultés. Elle était favorable à une intervention Elle était américaine. favorable parce que probablement elle avait le sentiment qui est justifié qu'elle n'avait pas les moyens de renverser le gouvernement. Et si vous voyez l'attitude de la population vénézuélienne, et qu'elle soit pour ou contre, d'après tous les correspondants, bon, je ne suis pas sur place, mais je regarde un petit peu, notamment la presse espagnole qui est très présente sur place et des médias latino-américains, la réaction de la population, c'est les rues sont vides et les gens font la queue pour faire des réserves alimentaires. Alors, on va regarder tout de suite un extrait de Donald Trump pour voir un peu, comprendre un peu la suite des opérations, qu'est-ce qui pourrait se passer dans les semaines et les mois qui viennent. Well, he has cocaine mills. He has factories where he makes cocaine. And yeah, I think I stick by my first statement. He's making cocaine. They're sending it into the United States. So he does have to watch his ass. A lot of Cubans were killed yesterday. You know that. A lot of Cubans were killed. You know how many? The bodyguards. Cuba is ready to fall. You know. Yes. Cuba looks like it's ready to fall. Alors, Laure Mandeville, on dit qu'il y a une obsession cubaine de l'administration Trump. Ça vient uniquement de Mario Rubio et de son entourage, ou c'est quelque chose qui tient à cœur à Trump aussi de rétablir l'histoire américaine, de rentrer dans l'histoire américaine comme celui qui aura récupéré la mainmise sur Cuba? Je crois que Donald Trump, aimant particulièrement la lumière, la gloire, le prestige, et voulant être celui qui fait les choses les plus exceptionnelles, bien évidemment convoite Cuba comme une sorte de trésor et de prix particulièrement apprécié. Donc je crois qu'évidemment, il ne va pas se priver, s'il le peut, de faire tomber Cuba dans son escarcelle. Et donc il est vrai que la situation est extrêmement fragile pour Cuba et qu'il a autour de lui, effectivement, avec Rubio, tout un groupe de pression des Cubains américains, mais aussi d'une grande partie Il dit que Cuba va tomber tout seul, de l'électorat. Alors ça, c'est peut-être un peu exagéré, vous diront certains, mais c'est vrai que depuis plusieurs années, le régime cubain tient par l'aide économique et notamment le pétrole vénézuélien. Et donc c'est vrai que un étranglement de Cuba et cette manne qui continue à arriver, d'ailleurs, qui était de plus en plus maigre, puisque le Venezuela ayant des problèmes de plus en plus grands pour produire eux-mêmes leur pétrole, avec les sanctions américaines, etc., avait de plus en plus de mal à acheminer ce pétrole. Et il est vrai aussi qu'en raison du deal qu'ils avaient avec la Chine, une grande partie du pétrole qu'ils exportaient supposément vers Cuba allait en réalité vers Pékin. Et donc, les Cubains en récupéraient une partie, mais on peut imaginer qu'avec les coupures quotidiennes, d'après ce que je comprends, qu'il y a aujourd'hui d'électricité, les pénuries d'essence, etc., la situation ne va pas s'améliorer à Cuba. Maintenant, est-ce que le régime va tomber comme un fruit mûr? Je n'en sais rien. Marco Rubio a l'air assez optimiste. Et Trump, mais lui, évidemment, il faut se méfier de sa propension aux déclarations tonitruantes. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une vraie volonté, je dirais qu'il y a une volonté de profiter de ce moment particulier qui a suscité une sorte de stupeur à travers le monde latino-américain, de la part des Américains. Regardez, et il y a aussi une ivresse du moment. Ça m'a beaucoup frappé en regardant Stephen Miller parler, par exemple, du Groenland, où la manière, le ton utilisé
Alors, sa femme fait donc un dessin qu'elle tweet, une carte du Groenland en mettant un drapeau américain dessus. Puis après, lui, la manière dont il a répondu aux questions en fait, de CNN était presque glaçante. Il y avait vraiment cette idée, mais nous sommes chez nous, c'est à nous, nous allons le récupérer. On va parler du Groenland tout à l'heure. C'est quand même assez énorme. Oui. Voilà, donc je crois qu'il y a un... Mais je ne sais pas si je peux dire un mot sur l'Europe, parce que vous avez posé une question sur l'Europe. Oui, mais on va revenir à l'Europe tout à l'heure aussi. Je voulais demander à Jean-Jacques Krolianski, qu'est-ce que vous pensez il y a une autre obsession de Trump, c'est la Colombie. Il dit que la Colombie inonde les États-Unis de cocaïne et autres drogues, que le président est en gros le grand ordonnateur de tout ce trafic de drogue. Est-ce que ces accusations contre le président colombien sont à prendre au sérieux? Est-ce que la Colombie réellement inonde les États-Unis de drogue? Est-ce que c'est le principal responsable de cette situation aux États-Unis? Sur le fond, ces accusations n'ont pas de fondement. Mais elles sont à prendre en considération dans la mesure où Donald Trump a mis une carte en réserve qu'il pourrait éventuellement utiliser pour justifier une intervention ultérieure. Donc les justificatifs peuvent changer selon les moments. Ce qui apparaît important, c'est qu'il considère que la doctrine Monroe était dirigée contre les Européens en 1823 dans un autre contexte, mais ce qui est assez curieux d'ailleurs, c'est que dans la mesure où il considère que la zone d'influence prioritaire des États-Unis, c'est l'étranger proche, et que l'étranger proche, c'est la totalité de ce qu'aux États-Unis on appelle l'hémisphère occidental, de l'Alaska à la Terre de Feu. Et que donc, dans ce cadre-là, le Canada, mais aussi le Groenland, font partie de cette sphère d'influence, comme la Colombie ou Cuba, qu'il a cité, pourquoi pas le Brésil ou le Pérou demain. Donc il se réserve, en posant des jalons de façon assez générale, qui ont une portée assez générale. Donc l'hémisphère occidental ne doit pas tomber dans les mains d'une puissance étrangère. Donc il faut rappeler que l'une de ses premières initiatives, ça avait été de cibler le Panama, qui, lorsqu'il a été restitué, les États-Unis ont évacué les bases et ont restitué le territoire à la République de Panama. Il y a eu les Panaméens ont considéré qu'il fallait développer le canal et pas simplement considérer que c'était un tuyau où on payait un péage. Donc ils ont créé des ports. Et les deux grands ports, deux grandes installations de porte-conteneurs, l'une sur la Caraïbe à Colón, l'autre dans la capitale à Panama-Ville sur le Pacifique, les appels d'offres ont été remportés par une entreprise de Hong Kong, une Chilson Whampoa que Trump a montré du doigt. Et là, c'est fini. Il faut qu'il parte. Oui, depuis l'effondrement un système, deux États, un système, Trump considère que, évidemment, Hong Kong, tout ce qui est hongkongais, c'est la République populaire. Isabelle, jusqu'où la Russie et la Chine peuvent tolérer tout ça? Si on remet en cause, il y a eu, on se souvient de la crise des missiles à Cuba, de l'échec de la baie des Cochons, et à l'époque, on était passé, pendant la guerre froide, au bord d'une guerre très chaude. Est-ce que là, on peut imaginer que la Russie et la Chine vont regarder les bras croisés, tout ça, sans réagir? C'est-à-dire que les messages qui viennent de Washington sont ambigus, notamment vis-à-vis de la Russie. C'est à la fois une menace en disant attention, vous avez cru que je n'interviendrai jamais militairement parce que j'ai été élu pour mettre fin à toutes les guerres, ne pas ouvrir de nouveaux fronts. Je vous prouve que c'est faux, donc attention si vous franchissez trop la ligne rouge. C'est une menace aussi parce que c'est vrai que, alors vous avez cité le Panama, mais à chaque fois que Trump convoite un territoire, quand on fouille, on s'aperçoit qu'il y a la Chine derrière. Et la Russie aussi. Et c'est vrai pour ce qui est de la zone arctique où les Chinois et les Russes avaient, y compris d'ailleurs en partenariat, c'est-à-dire main dans la main,
développer des programmes de recherche, etc. Ils avaient en quelque sorte un tout petit peu distancé les États-Unis. C'est pour ça que aussi Trump veut rattraper ce départ. Donc ça, évidemment, il voudrait les chasser, les écarter, mais en même temps, c'est un encouragement aux actions de Vladimir Poutine et de Xi Jinping, c'est-à-dire que quand la première puissance mondiale, a fortiori une grande démocratie, en tout cas l'était-elle, avant le retour de Donald Trump au pouvoir, je ne sais pas comment on peut qualifier la démocratie américaine aujourd'hui, il leur sera plus que moi, mais c'est vrai que ça élargit la route empruntée par Vladimir Poutine pour annexer ses voisins. À partir du moment où l'exemple vient de Washington, que pourra-t-on dire à Pékin si Pékin s'empare de force de Taïwan? Alors en même temps, on peut objecter la chose suivante, c'est que Vladimir Poutine n'a pas attendu le feu vert, le blanc-seing de Donald Trump pour faire ce qu'il avait envie de faire, et toutes les tentatives de pression des États-Unis se sont heurtées au mur du Kremlin. Donc vous voyez, c'est assez compliqué. Après, il y a les relations économiques aussi qui vont forcément jouer, notamment entre les États-Unis et la Chine. Cyril, comment vous voyez les choses? Pour vous, ce qu'a fait Donald Trump, c'est un avertissement à Poutine et à Xi Jinping, ou c'est une incitation pour Poutine à aller plus loin, à prendre la totalité de l'Ukraine, à se dire que finalement, ces négociations, en fait, c'est un miroir aux alouettes et ils peuvent continuer à faire ce qu'ils veulent? La carte blanche. Je pense que comme tout ce que fait Trump, ça peut être interprété de multiples façons, mais j'ai quand même l'impression que l'opération là au Venezuela s'explique à la lecture de sa nouvelle doctrine stratégique qui comment ça s'inscrit dans cette... C'est écrit dans la doctrine il assigne une place centrale à cet hémisphère occidental, donc en gros le continent américain dans son ensemble, en effet. Il dit reprendre à son compte la doctrine Monroe et vouloir y ajouter un corollaire Trump, qui consiste en gros à dire qu'il veut faire refluer, il veut évincer, il veut chasser toute force militaire et économique dans les secteurs stratégiques qui ne serait pas endogène à ce continent américain. Donc en gros, plus de Chinois et plus de Russes, peut-être aussi plus d'Européens. La doctrine ne rentre pas dans un grand degré de détail à cet égard, mais on a vu que désormais, il interroge la légitimité de la souveraineté danoise sur le Groenland, et peut-être que dans cette doctrine, il y a en effet la remise en cause des liens entre l'Europe et cette partie du continent américain. Mais en tout cas, au cœur de cette doctrine, il y a l'idée que les États-Unis aspirent à évincer les présences exogènes dans tous les domaines qui apparaissent stratégiques à Washington. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit en premier lieu un message à Moscou, à Pékin. Après, c'est certain que Moscou et Pékin vont en tirer des conclusions et qui chercheront tôt ou tard à utiliser ce qu'a fait Trump à Caracas. Mais bon, manifestement, Poutine n'a pas vraiment besoin de justification pour s'emparer de territoire dans son étranger proche. Alors justement, vous parliez du Groenland. On va regarder tout de suite un extrait de Donald Trump au sujet du Groenland. We'll worry about Greenland in about 2 months. Let's talk about Greenland in 20 days. On Venezuela, we talked so much about energy. By the way, I will say this about Greenland. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. I just say this. We need Greenland from the standpoint of national security. And the European Union needs us to have it. And they know that. Laurent Mandeville, il a l'air
bien mordu sur la question du Groenland, et c'est pas nouveau, c'était déjà au cours de son premier mandat. Exactement. Donc il est vraiment déterminé à prendre le Groenland. Absolument, je crois que... Y compris par la force, à votre avis ? La question, c'est comment. Alors, il y a des grands débats aujourd'hui entre les analystes, entre ceux qui pensent qu'il n'aura pas besoin... Ce qu'ils disent, en gros, et ce que disait Stephen Miller, c'est mais on n'aura pas besoin, personne ne va contester militairement le fait que nous récupérions le Groenland. Donc, est-ce que ce sera un achat ? Vous savez que le Groenland appartenait à un certain moment aux États-Unis, en fait. Ça faisait partie... et qu'ils ont... que ça a été vendu. Et donc... si je me souviens bien, c'est bien ce qui s'est passé, je crois, et historiquement. Et donc, ce qu'il dit, sur le plan géostratégique, tient la route. Mais le problème, c'est qu'il qualifie tout d'intérêt national, de sécurité nationale. Mais effectivement, le Groenland, c'est un énorme morceau sur le plan de la sécurité nationale, parce que c'est une sorte de porte-avions qui, en fait, commande le pôle Nord, l'Arctique, et ce que disait Isabelle tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a, évidemment, la Russie, elle, est un acteur géographique de premier plan dans la zone arctique, mais comme elle manque de moyens, utiliser la Chine pour essayer, en fait, avait dans l'idée d'utiliser la Chine pour créer cette espèce de route du Nord qui leur permettrait de dominer cette voie de communication qui, à cause de la fonte des glaces, est en train de devenir une voie potentiellement stratégique très importante. Et d'ailleurs, on a beaucoup commenté le fait que la Chine s'était dotée de plusieurs brise-glaces voilà, dans cette perspective-là. Et donc, Trump estime qu'il a besoin de ce porte-avions terrestre pour défendre ses intérêts stratégiques dans la région. Et c'est vrai que la situation est compliquée parce que les Européens, ayant complètement abdiqué la question de la sécurité aux États-Unis depuis des années, notamment depuis la fin de la guerre froide, ne sont pas en mesure aujourd'hui de dire mais nous on peut défendre en fait cette région des appétits chinois et des appétits russes. Et donc fort de ces arguments, il veut passer en force. Et ça m'amène d'ailleurs à l'idée tout à l'heure, je pense qu'il est important de souligner que pour les Européens, aujourd'hui, le gros problème, c'est que les Européens ont cru que le droit international existait en tant que tel. Et en fait, ils avaient complètement oublié que la notion d'ordre international et de droit international n'était viable parce qu'on avait une Amérique, un acteur hégémonique incontesté, qui avait accepté de jouer le rôle d'Atlas et de porter sur son dos l'idée d'un ordre international qui défendait aussi le droit. Ça ne veut pas dire que c'était un acteur qui était tout gentil et qui ne violait pas les règles du droit de temps en temps pour défendre ses intérêts. C'était la caractéristique de l'empire américain, de la puissance impériale américaine, qu'elle avançait toujours à deux voies. D'un côté, elle défendait ses intérêts, elle faisait des coups de force, elle faisait des coups de main en Amérique latine. Combien il y a eu de coups d'État, de coups de force qui ont été fomentés par les États-Unis pour défendre leurs intérêts, etc. Mossadegh en Iran, il y a plein d'exemples, mais c'était en même temps un État, disons, bienveillant, qui se voyait comme une sorte de garant quand même du monde libre, ouvertement accepté, et il oscillait entre ces deux rôles. Et du coup, ça fondait la puissance, par exemple, de l'ONU, parce que même si les États-Unis n'ont jamais beaucoup aimé l'ONU, le fait qu'on ait un acteur de cette envergure qui défende la liberté, les principes démocratiques, etc., permettait au Conseil de sécurité d'avoir l'apparence d'un endroit où on pouvait contrer ceux qui, eux, méprisaient le droit international et donc, d'une certaine manière, le défendre. Aujourd'hui, comme eux, ils ne s'engagent plus dans cette voie, ils disent non, nous, on va pas être Atlas, c'est dit dans la doctrine de sécurité, nous ne sommes plus l'Atlas qui porte la sécurité du monde, et donc, du coup, ça veut dire que ça ouvre un champ de totale imprévisibilité de cet acteur. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il sera toujours
méchant, mais il n'est plus a priori bienveillant, puisqu'il est imprévisible, il est amoral. Parfois, il va peut-être jouer en faveur de nos intérêts. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'Emmanuel Macron, finalement, a géré au début sa réponse de la manière dont il l'a gérée. Parce que je crois qu'il est profondément conscient aujourd'hui que cet ordre que tout le monde regrette en Europe a disparu. Et donc, qu'il va falloir faire avec cet acteur imprévisible, et en attendant qu'on se dote d'une force, et je pense que ça doit être l'urgence absolue aujourd'hui. Je peux rajouter juste compléter, ajouter Isabelle un petit Lasserre, truc. oui. Sur le Groenland, Trump n'a pas tort. Le Danemark et l'Europe se sont complètement désintéressés du Groenland et l'avaient laissé comme ça, végéter pendant 20 ans, sans voir que la Russie et la Chine avançaient. Sur Macron, il y a aussi une autre chose, c'est que Macron il y a une réunion de la coalition des volontaires aujourd'hui, et Macron a désespérément besoin de la garantie de sécurité des États-Unis. Elle est pour l'instant extrêmement ambiguë. Et il suffit qu'il critique une fois Trump pour que tout l'édifice qui est si fragile s'écroule. Or, c'est une priorité, l'Ukraine, pour Macron. Et sur le droit international, et ce que dit Laure est tout à fait vrai. Et j'ajouterai un autre truc, c'est que comme le droit international, qui est brandi par les Européens, mais comme c'est un passeport, c'est un passe-droit, ça tient lieu de politique, alors que le droit international n'existe plus aujourd'hui. Force, il n'existe pas en tout cas aujourd'hui. Alors, Les Européens n'ont pas la force de le défendre. C'est ce que j'allais dire, c'est que en fait, il était porté par la puissance américaine, par la possibilité d'utiliser la force américaine. À partir du moment où les Américains ont un chemin différent, l'Europe se retrouve toujours avec son droit international. Et combien de divisions pour l'appliquer derrière ? Rien. Donc ça marche plus, ça tombe comme un soufflet. C'est-à-dire que la puissance sans droit, ça peut être une tyrannie, mais le droit sans la puissance, ça marche pas. Et si je pouvais rajouter juste une chose, j'ai une question pour Cyril. On a entendu les propos de la première ministre danoise qui, elle, met en garde contre une disparition de l'OTAN. Est-ce que, d'après vous, l'OTAN est menacée si les États-Unis interviennent au Groenland? Et est-ce que Donald Trump est en train de transformer l'OTAN en pacte de Varsovie, en fait, avec des vassaux qui sont à sa botte et les décisions sont prises à Washington ou à Moscou et plus dans les capitales européennes? Alors, l'OTAN est menacée, y compris si l'armée américaine n'envahit pas le Groenland. On le sait depuis des années. L'OTAN a certes été revitalisée par l'invasion russe de l'Ukraine, mais Emmanuel Macron faisait le diagnostic de son état de mort clinique durant le premier mandat de Donald Trump, et on voit bien que les États-Unis se détournent, que leurs intérêts ne convergent plus avec ceux de l'Europe. Et donc, bien évidemment, si demain Trump décidait de prendre le contrôle par la force du Groenland, on ne voit pas très bien comment l'OTAN subsisterait. Mais cela étant, l'OTAN est déjà très, très fragilisée aujourd'hui par le retrait américain. Et j'ai oublié la deuxième partie de votre question. Ah oui, sur le pacte de Varsovie. Est-ce que... Oui, c'est-à-dire qu'en effet, on a l'impression que ce que voudrait en faire Trump, c'est une alliance d'États vassalisés dont il pourrait non seulement piloter les investissements militaires, les décisions stratégiques, et aussi éventuellement coopter des dirigeants conformes à ses vues politiques. On a vu que désormais l'administration Trump, et c'est inscrit là aussi dans la doctrine stratégique, veut porter au pouvoir ce qu'ils appellent des forces patriotes, c'est-à-dire de mouvements de droite nationalistes ou d'extrême droite, dont les vues sont conformes à celles de l'administration Trump. En février dernier, lorsqu'il s'est rendu à Munich pour la conférence sur la sécurité, J.D. Vance en avait profité pour rencontrer une haute responsable du mouvement en partie néo-nazi AfD en Allemagne, et l'administration Trump a apporté son soutien à plusieurs partis nationalistes européens ces derniers mois. Isabelle,
que peuvent faire les Européens? On a l'impression qu'ils sont complètement paralysés. Comment ils peuvent résister Les à Donald Européens, Trump? ils ont déjà mis de nombreuses années à réaliser que la menace posée par la Russie était réelle et qu'elle allait leur poser, enfin, qu'elle était imminente et qu'elle concernait aussi l'Union européenne. Deuxième choc, l'allié américain, le protecteur qui lâche l'Europe. Donc c'est beaucoup pour l'Europe qui s'était complètement endormie sur ses lauriers et qui pensait vivre dans un espèce de cocon tout doux, sans armes et avec un avenir rose, qui contrastait avec toute la noirceur du monde, qui pourtant était assez facile à voir. Alors que peut faire l'Europe aujourd'hui ? La première chose à faire, à mon avis, ce serait de créer une base militaire au Groenland et d'envoyer des soldats de l'Union européenne au Groenland pour bien faire comprendre, pour bien rappeler à Donald Trump que c'est un territoire, non pas de l'Union européenne, parce que c'est compliqué le Groenland. Il est sorti de l'Union européenne. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, il est rattaché au Danemark et le Danemark, lui, fait partie de l'Union européenne. Mais envoyer des soldats, essayer d'investir auprès des populations locales, parce que c'est vrai que le Danemark n'a pas toujours été hyper bienveillant vis-à-vis des populations locales qui ont été souvent maltraitées. Il y a eu des campagnes de stérilisation, leur offrir un bien-être économique avant que Donald Trump leur propose des millions pour qu'ils votent l'indépendance et ensuite cueillir le fruit tout mûr. Mais il n'y a pas de solution miracle, parce que la véritable solution pour pouvoir contrer Donald Trump, c'est d'avoir une Europe suffisamment armée et suffisamment forte pour qu'elle puisse imposer ses propres choix, ses propres valeurs. Alors ça implique d'abord peut-être qu'elles doivent se réformer de l'intérieur au niveau politique et peut-être penser différemment, parce que réformer aussi ces institutions qui sont trop lentes et qui sont plus adaptées à la rapidité avec laquelle le monde change, et puis se réarmer comme ont fait tous les pays du monde, parce que sans ce b.a.-ba, on n'organisera que des conférences et on ne promettra que des belles choses à la télévision. Mais oui, les Ukrainiens, on va vous aider à gagner. Mais oui, on va vous donner plus d'armes. Et on sera incapable de tenir nos promesses. Alors, est-ce qu'on doit rentrer dans un rapport de force avec Donald Trump? Il est comme Vladimir Poutine, il comprend que la force? Ou c'est plus compliqué que ça avec lui? C'est compliqué. Moi, je pense que déjà, il y a une chose, c'est que Trump, d'une certaine manière, pour moi, risque gros s'il affaiblit trop l'Europe. Parce que c'est vrai que s'il y a une épreuve de force, par exemple, sur le Groenland, et que l'OTAN, du coup, tout d'un coup, d'une certaine manière, s'effondre, sans s'effondrer, ça ouvre une fenêtre d'opportunité pour les Russes qui est quand même très importante. Et donc, pour les Américains, c'est quand même un énorme enjeu, parce que si vous parlez avec des stratèges américains, ils vous diront que pour les Américains, l'Europe, c'est fondamental. C'est-à-dire que lui, il pense peut-être que non, mais il se trompe. C'est-à-dire qu'en fait, la puissance américaine, l'Amérique, c'est la puissance maritime, par définition. Elle n'a fait sa puissance globale, économique, stratégique, par la sécurisation des voies maritimes. Et la voie atlantique, c'est une voie, elle doit contrôler l'Atlantique. Si elle perd l'Europe, elle perd en fait l'Atlantique d'une certaine manière, et donc ça devient très problématique. Ça la renferme sur cette espèce d'isolationnisme de l'hémisphère occidental. C'est pour ça que je posais cette question au début. Est-ce que c'est un isolationnisme de l'hémisphère occidental? Moi, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'en fait, il a une vision qui est pleine de contradictions, une espèce parfois de poussée messianique, presque néoconservatrice sur certains sujets, où tout d'un coup, il veut faire le bien des Iraniens, du peuple iranien, et il menace les uns, il veut faire la paix israélo-palestinien. En gros, il se voit gérer à la Trump, c'est-à-dire toujours un peu quand même
surtout pas à la manière irakienne, enfin à la manière Bush en Irak, c'est-à-dire il y a toujours cette idée surtout pas l'Irak, on fait ça de loin, mais quand même on gère tout, on est partout, etc. Le problème, c'est qu'ils peuvent aussi aller vers une catastrophe, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un vertige, je disais, un vertige de la puissance, un hubris qui souffle aujourd'hui sur cette équipe qui est vertigineux. Et donc, sur l'Europe, voilà, donc pour moi, je dirais pratiquement comme Isabelle, c'est-à-dire je ne veux pas répéter ce qu'elle a dit, je pense qu'elle a presque tout dit. La seule chose que j'ajouterais, et je pense qu'elle serait d'accord, c'est que il faut absolument faire dans l'urgence une défense européenne avec les Ukrainiens. Moi, je pense, je n'arrête pas de répéter et d'écrire que aujourd'hui, on a, dans la série de mauvaises nouvelles qui se sont abattues sur nous, il y a une bonne nouvelle, c'est l'Ukraine. L'Ukraine, c'est un acteur qui émerge, une nation en armes qui a émergé et qui, pour l'instant, résiste. Alors, c'est vrai avec notre aide, avec l'aide des États-Unis, mais tout de même, c'est une armée de 800 000 hommes qui a inventé une nouvelle manière de faire la guerre avec cette armée de drones qui, aujourd'hui, avec, je crois, 4% des effectifs de l'armée ukrainienne abattent 40 à 50% des missiles qui leur foncent dessus. Et donc je crois qu'il est urgent de construire dans l'urgence un nouveau type de force militaire à l'Ouest. Et qu'en fait, il faut là-dessus complètement être novateur comme eux, changer en fait la manière de notre industrie de défense de penser en fait l'avenir. Je pense que c'est une urgence parce que ça peut être fait à assez court terme. Cyril, vous revenez d'un voyage le long du nouveau rideau de fer qui sépare l'Europe de la Russie. On a l'impression que ces pays à la frontière de la Russie ont pris la mesure de la menace et qui sont prêts pour cette guerre un peu plus que nous ne le sommes en France ou en Allemagne. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, non seulement et en même temps, ils sont très alliés des États-Unis. Voilà, alors la menace russe, en effet, c'est pour eux une vieille histoire, et donc ils en ont pris, ils ont pris la mesure de cette menace très rapidement, dès 2014, en fait, au moment de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation du Donbass. Ils ont entrepris depuis 2022 un très net effort de réarmement, de renforcement de leurs frontières. Ils sont en train là maintenant de construire, de fortifier militairement leurs frontières avec la Russie et avec la Biélorussie. Ils ont par ailleurs, eux, le sentiment que la guerre a d'une certaine façon presque recommencé parce qu'ils subissent depuis 4 ans ce qu'on appelle une guerre hybride qui prend des formes multiples. Ça peut être des campagnes de brouillage GPS autour des aéroports. Ça peut être l'instrumentalisation des flux migratoires pour déstabiliser les sociétés de ces pays frontaliers. Ça peut être des pénétrations de l'espace aérien, des attaques contre les réseaux de câbles en mer Baltique. Enfin bref, ils ont le sentiment de vivre une guerre hybride quasiment de façon quotidienne. Et donc ils se pensent déjà plus comme totalement en paix. Ils sont évidemment inquiets et ils le sont d'autant plus qu'ils sentent bien, même si les dirigeants hésitent à le dire publiquement parce que c'est tellement vertigineux et parce qu'ils n'ont pas de solution, ils sentent bien que la fiabilité du soutien américain est en question. L'administration Trump a là aussi un discours très ambivalent, à la fois en retirant des troupes américaines ici ou là, comme ça s'est fait récemment en Roumanie, et en même temps en continuant de réaffirmer la solidité de leur présence dans les pays baltes notamment. Merci Cyril. Pour terminer, Jean-Jacques Kouriansky, pour revenir un peu au schéma un peu plus global et reparler de l'Amérique latine, est-ce que vous, connaissant les intérêts qu'ont les Russes et les Chinois en Colombie, au Venezuela, à Cuba, est-ce que vous voulez... Vous imaginez assister à tous ces bouleversements, les bras croisés?
Bon, depuis une vingtaine Pour d'années... terminer, on arrive au terme de l'émission. Et depuis une vingtaine d'années, la Chine a pris une place énorme, commercialement, économiquement et même financièrement en Amérique latine. Dans la quasi-totalité des pays, surtout en Amérique du Sud, elle est devenue le premier, deuxième partenaire commercial de la Chine. Alors, on parlait de Panama tout à l'heure, mais au Pérou, l'année dernière, a été inaugurée une énorme infrastructure portuaire à côté au nord de Lima, au Pérou, à Chancay, qui permet de redistribuer des conteneurs venus de Chine et sur toute la côte, les côtes pacifiques de l'Amérique latine. Et il y a un projet de voie bio-océanique entre ce port de Chancay et le Minas Gerais brésilien et au-delà le port de Santos. Donc toute une restructuration des distributions commerciales, économiques et notamment des exportations agricoles du Brésil en direction du Pérou. Pendant la campagne électorale, un conseiller de Trump avait alerté sur la nécessité de porter un regard extrêmement attentif sur cette infrastructure. Donc la stratégie de Trump, c'est de remettre en question ce qui, à ses yeux, a été nié, oublié, sous-estimé. On arrive au terme de l'émission. Alors vous voyez les Russes, et juste le mot de la fin, les Russes et les Chinois laisser filer tout ça en un mot. Les Russes, bon, c'est une puissance militaire, ils n'ont pas d'influence économique en Amérique latine. C'est surtout la Chine. 80% du pétrole vénézuélien va en Chine. Premier partenaire de Brésil, la Chine. Merci beaucoup. Le jingle est en route, c'est le générique de la fin. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus pour cette première émission de l'année. Bonne année à tous. Et 2026 est l'année du bicentenaire du Figaro. Donc bienvenue dans l'année du bicentenaire.